Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur le thème de la RSE, organisé par Pôle Pharma en partenariat avec Spita Pixida. Alors, je suis Julien Guillaume, je suis cofondateur de Spita Pixida et je vais vous accompagner tout au long de la prochaine heure. RSE, ESG, Sustainability, autre mot pour désigner un ensemble de domaines qui viennent bouleverser la stratégie, mais aussi le quotidien des organisations. Exigences réglementaires de plus en plus nombreuses, trajectoires multiples à déterminer, à déployer, à mesurer, à suivre, à documenter, avec des trajectoires énergétiques, des trajectoires carbone. Bref, il est facile de s'y perdre et de ne pas savoir toujours par quoi commencer, alors que les exigences sont de plus en plus pressantes. C'est pourquoi nous avons conçu avec Paul Pharma cette série de webinaires qui a pour but de dresser un panorama très concret et actionnable des différents enjeux de la RSE, notamment environnementaux pour les entreprises et plus particulièrement pour vous, les acteurs de la filière pharmaceutique. Dans chaque épisode, nous aborderons un aspect clé via quelques notions théoriques, des retours d'expérience provenant de professionnels de la filière ainsi que des cas pratiques. Et un large temps vous sera également laissé pour toutes vos questions. Et je suis très heureux d'être avec vous, Clorence Marc, en charge de la transition environnementale chez Paul Pharma et responsable pour le Pharma Gypso, réseau Sud-Ouest. Bonjour Clémence. Bonjour Julien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, comme tu l'as précisé, la responsabilité sociétale des entreprises et notamment leur performance environnementale, c'est un enjeu qui est de plus en plus important aujourd'hui pour toutes les entreprises de la filière de production pharmaceutique française que Pôle Pharma fédère et accompagne. Donc, cette activité de notre cluster, elle se concrétise déjà par une activité croissante de notre groupe de travail transition environnementale qui explore les thématiques de la décarbonation des activités, de la gestion de l'eau et de la préservation de la biodiversité. Donc, petite parenthèse, si jamais le responsable RSE de votre site ne fait pas partie de ce groupe, contactez-moi. Et avec cette web série, nous avons souhaité mettre ces activités en perspective avec une vision globale de la RSE. Et avant qu'on démarre ce webinaire, je voulais adresser un merci tout particulier donc, à l'équipe de Spita Pixida qui nous apporte leur expertise qui est vraiment précieuse sur ce sujet. Et puis à tous nos adhérents qui, au travers de leurs témoignages, vont nous présenter des exemples très concrets de ce qui peut être mis en place par une entreprise pharmaceutique. Merci beaucoup Clémence et on vous retrouve en fin de session, notamment pour la partie questions-réponses. Alors pour ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur l'évolution des réglementations, en ligne de mire la CSRD, une directive européenne qui met en place le futur rapport de durabilité et vous allez le voir, ça change pas mal de choses. Mais ce n'est pas la seule réglementation sur laquelle nous reviendrons. Déchets, décrets tertiaires, autant de sujets surtout environnementaux qui bougent beaucoup en ce moment, qui vous ont un peu cassé les pieds l'année dernière. Mais vous le verrez, ces contraintes peuvent être également de réelles opportunités, y compris business. Bastien Ricard de Spita et moi-même, nous reviendrons pendant d'abord une vingtaine de minutes sur ces grandes évolutions et sur comment s'y préparer avant d'écouter le témoignage de trois membres du réseau Pôle Pharma, Carole Dalmas et Pauline Savant de chez UPSA et Pierre Denis Roux de chez Recipharm. Nous finirons par une session de questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Pour cela, c'est très simple, il suffit de les inscrire dans le chat dédié. Ça s'appelle Q&A, pardon, questions-réponses, quoi. Hein. C'est sur le côté droit de votre écran et la priorité sera donnée, bien entendu, à toutes vos questions. Alors, pourquoi ce thème et pourquoi la RSE, c'est maintenant même si le dernier rapport du GIEC, on ne va pas se mentir, a été un peu éclipsé par notamment la guerre en Europe, la canicule de 2022, les températures extrêmes qu'on voit en ce moment en Espagne, les méga feux de forêt en Alberta ou la sécheresse en France et le manque d'eau nous rappellent que ces conclusions, elles s'imposent de toute façon à nous aujourd'hui. Le développement durable et la RSE, ce n'est plus uniquement une question de conviction personnelle, c'est désormais plus que jamais un axe stratégique clé pour toutes les organisations. Vos clients attendent de plus en plus de transparence sur ces aspects, vos collaborateurs vous y poussent, vous y engagent, vos futurs collaborateurs aussi. Ce sont des leviers pour la marque employeur. Les investisseurs intègrent également ce critère dans leurs évaluations et dans leur capacité, dans leur attribution ou pas de certains prêts et à quel taux. Et puis la réglementation va de plus en plus de toute façon vous y contraindre. Alors avec le risque de développer ce qu'on appelle une véritable dette réglementaire qui, en s'accumulant, peut représenter un ensemble de risques majeurs pour l'organisation.
Si on se concentre sur ce dernier point, aujourd'hui, les attentes étaient encore principalement circonscrites à du reporting, via notamment la déclaration de performance extra-financière pour les grands groupes, mais la situation, elle évolue rapidement. La loi PAC, la climat et résilience, on va y revenir. Beaucoup de réglementations récentes se sont positionnées sur ce qu'on appelle les critères ESG, E pour environnement, S pour social et sociétal et G pour gouvernance. Et donc, la CSRD, dont on a parlé, va encore renforcer et standardiser ce reporting, et cela pour plus de 55 000 entreprises en France et en Europe. Mais le développement durable, c'est aussi et surtout une formidable occasion de se réinventer, d'innover, de se préparer au monde qui change. Nous allons devoir faire des choix éthiques et écologiques, aux conséquences plus durables, y compris sur le business, pour transformer rapidement le modèle économique, réindustrialiser aussi la France, revoir les supply chains. Bref, autant de sujets où le développement durable n'est pas qu'un frein. C'est aussi une fantastique opportunité de se réinventer pour les entreprises et les organisations. Juste quelques chiffres, quand même, un chiffre en tout cas sur le secteur de la santé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce secteur de la santé aujourd'hui, sur un élément qui sont les gaz à effet de serre, il représente environ entre 38 et 49 millions de tonnes équivalent CO2, suivant les différentes estimations, soit 7 à 8% de l'empreinte carbone de la France, avec différents aspects. Le premier pôle d'émissions de gaz à effet de serre, vous le voyez, c'est l'achat de médicaments. Là, c'est un calcul du Shift Project qui a sorti une étude justement sur comment décarboner la santé. Et donc, sur ce critère, ne serait-ce que sur ce critère des gaz à effet de serre, eh bien, le secteur pharmaceutique a à la fois une responsabilité, mais aussi une opportunité d'avoir un impact très positif et d'être un des leaders de la transition écologique. Alors, on va justement commencer par récapituler un peu les principales réglementations à la fois européennes et françaises qui vous concernent. Alors, on ne va pas faire un panorama exhaustif compte tenu du temps imparti pour cette présentation. Hein. Notre objectif, c'est surtout que vous puissiez vous positionner sur les différentes thématiques et avoir un peu en tête les différents sujets sur lesquels il faut se poser les bonnes questions. La première verticale environnementale, elle est principalement autour de l'énergie. Alors, on le rappelle, depuis 2014, toutes les entreprises de plus de 250 salariés ou dépassant un certain critère de chiffre d'affaires et de bilan doivent réaliser un audit énergétique obligatoire qui est à renouveler tous les 4 ans et qui doit couvrir au moins 80% des besoins énergétiques. Ça inclut bien sûr ce qui se passe dans les locaux, mais ça inclut également parfois, il ne faut pas l'oublier, les véhicules par exemple. Alors, pourquoi on en parle? Parce que les premiers audits ont été réalisés en 2015, plus 4, plus 4. Ça conduit à un deuxième renouvellement qui doit être en cours normalement en 2023. Et c'est une réglementation qui va permettre de récupérer un certain nombre d'informations, là aussi, sur comment améliorer sa performance énergétique, voire sa sobriété énergétique. En complément, est entré en vigueur en 2023 ce qu'on appelle le décret tertiaire, en 2022 ce qu'on appelle le décret tertiaire, qui vient préciser les modalités d'application d'un article de la loi Elan. Elan, c'est l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et qui va imposer une réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français avec des objectifs ambitieux d'ici à 2030 puis 2040. On reviendra un petit peu plus tard en détail sur ce décret tertiaire qui vous touche tous et qui vous a tous touché l'année dernière. D'autres obligations existent ou sont également en préparation sur des sujets connexes, tels que la couverture d'ici à 2026 des parkings de plus de 1500 m² en ombrières photovoltaïques, ou les obligations d'installation de bornes de recharge électrique pour les bâtiments tertiaires disposant de plus de 20 places de stationnement, par exemple. Ce sont quelques items. La deuxième verticale, et c'est celle dont on parle le plus, c'est les gaz à effet de serre. Là aussi, on le rappelle, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le bilan carbone, doit être réalisé au moins tous les 4 ans par toute personne morale de plus de 500 personnes, 250 en Outre-mer. Et ce bilan doit désormais porter depuis 2022, depuis juillet 2022, sur les 3 scopes. Alors, pour rappel, le scope 1, il couvre les émissions directes, notamment la combustion du carburant des véhicules ou du fioul de chauffage, par exemple, mais aussi les émissions fugitives telles que les fluides calorigènes, par exemple, pour tous les émissions de process ou les climatisations, ou les pompes à chaleur, par exemple. Donc, ça rentre dans ce scope 1. Le scope 2, lui, couvre les émissions indirectes qui sont liées à l'énergie et notamment à la production et à la consommation d'électricité qui est produite hors du site.
Enfin, le scope 3, il recouvre l'ensemble des émissions indirectes, à la fois amont et aval. La loi énergie-climat de 2019 prévoit en complément que les entreprises doivent rendre public également un plan de transition visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce plan, il doit être crédible, il doit être mesurable et si possible, pour l'instant uniquement si possible, mais ça va changer, aligné sur les accords de Paris. Les accords de Paris, ça vise une hausse maximale de 1,5 degré de la température terrestre. L'objectif final de tout ça, c'est d'être net zéro d'ici à 2050 au plus tard. Alors là aussi, juste un élément à avoir en tête, net zéro en 2050, ça implique à peu près une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, voire même une baisse de 55% pour être aligné sur une ambition européenne qui est un peu plus importante et qui s'appelle le Fit for 55. Alors, 10-15%, globalement, une organisation, à peu près n'importe quelle organisation est capable d'arriver à réduire ces gaz à effet de serre à ce niveau-là. Baisser de 40 à 55%, on s'en rend compte assez vite, ça nécessite de revoir beaucoup de choses dans l'organisation, ça nécessite de revoir la conception des produits, ça nécessite de voir la façon dont on les fabrique, et ça nécessite aussi de revoir toute la supply chain et les relations avec ses fournisseurs. Troisième pilier, c'est les aspects sociaux et de gouvernance. Alors, il y a bien sûr le Code du travail qui s'enrichit tous les jours de nouvelles dispositions. Y aura-t-il un index senior bientôt à remplir? On le saura d'ici quelques mois. On a choisi de mettre l'accent sur deux sujets qui sont importants à avoir en tête. Le premier, c'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Alors aujourd'hui, il s'impose uniquement aux entreprises de plus de 5000 personnes. On est large, mais on va le voir, ça change un peu. Alors, ce devoir de vigilance, c'est quoi? C'est obliger les entreprises à identifier les risques et prévenir les atteintes graves sur les personnes, sur les libertés fondamentales, sur la santé, la sécurité et aussi sur l'environnement, à la fois ce qui dépend de sa propre activité, de l'activité de ses filiales, mais également ce qui peut se produire chez ses sous-traitants et chez ses fournisseurs. On est responsable, en tout cas ces entreprises, via le devoir de vigilance, sont aussi responsables, au-delà du risque de réputation, de ce qui se passe chez des fournisseurs ou des sous-traitants. Là où ça devient un peu plus large et que ça vous concerne un peu plus, c'est qu'une proposition de la Commission européenne qui est discutée en ce moment, elle vise à faire descendre justement ce seuil non plus de 5000, mais à 500 personnes, 500 employés, voire 250 pour certains secteurs à fort impact. Là aussi, on pourrait penser, oui, on est dans un pays justement très couvert par plein de réglementations, notamment sociales. Bon, est-ce que ça nous concerne complètement? Déjà, il faut avoir en tête que la supply chain, elle est internationale et de plus en plus internationale, et puis on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Un exemple très récent qui date de la semaine dernière, McDonald's achetait des steaks hachés à un abattoir, se fournissant en viande via différents prestataires dans un abattoir, sauf que la société de nettoyage de cet abattoir n'avait rien trouvé de mieux que de faire travailler des enfants entre 10 et 15 ans la nuit pour nettoyer cet abattoir. Voilà comment une multinationale se retrouve liée au travail des enfants et dans un pays qui s'appelle les États-Unis. Ça peut arriver, en tout cas, il faut rester dans tous les cas vigilant sur ces chaînes de sous-traitance et bien avoir en tête les différents niveaux de sous-traitance et les risques potentiels qu'on peut avoir. L'autre élément à avoir en tête, c'est depuis la loi Climat Résilience de 2021, le CSE doit désormais être informé sur les conséquences environnementales des différentes mesures prises par l'entreprise et peut, là aussi, questionner désormais sur ces différentes mesures et sur ces impacts environnementaux. Ça fait partie des éléments de négociation et en tout cas de discussion avec les partenaires sociaux désormais. Et puis au-delà, il y a d'autres sujets qui émergent et qui se renforcent, la gestion des déchets avec les décrets 7-8 flux et la gestion des biodéchets. Là aussi, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans le détail. L'identification aussi de ce qu'on appelle les risques de durabilité et la nécessité de réaliser des études de résilience. Alors, résilience physique, s'il y a un réchauffement climatique et que les températures augmentent de 10 degrés, quels sont des degrés ponctuellement en été, je vous rassure. En tout cas, de quelques degrés en moyenne en France, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact? Quel est l'impact sur mes collaborateurs? Quel est l'impact sur mon cycle de production? Quel va être l'impact physique, y compris sur mes usines, mes bâtiments?
Et puis résilience également face à ce qu'on appelle les stratégies de transition. La France, l'Europe décident de grandes trajectoires à 10, 15, 20 ans. Et donc, il y a un certain nombre de signaux faibles qui sont identifiés. Voilà comment moi je m'adapte par rapport à ces signaux faibles ou à ces potentielles réglementations pour demain. Là aussi, ça rentre dans ce qu'on appelle l'analyse de risque, désormais, qui doit être également extra-financière. Et puis la sauvegarde de la biodiversité, il y a un plan de biodiversité depuis le 2018, il y a la perspective et la démarche zéro artificialisation nette. Donc zéro artificialisation nette, ça demande au territoire de réduire de 50% le rythme d'artificialisation et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2030. L'objectif étant zéro artificialisation en 2050. C'est quoi l'impact sur vous, pour vous? Ça peut être, par exemple, sur comment je vais agrandir un site de production, un site de logistique, comment je vais devoir également changer la façon dont je conçois mes sites de logistique sur plusieurs étages, etc. Donc, ça peut avoir là aussi des impacts très concrets pour les organisations qu'il faut un petit peu anticiper. Encore la question de l'eau, hein, la gestion de l'eau, on en parle de plus en plus. Il y aura une réglementation qui va arriver. Ça va impacter directement le monde industriel, on s'en doute. Et puis, la future loi de planification écologique et d'autres déclinaisons de cette ambition Fit for 55 de l'Union européenne sont également attendues dans les prochains mois. Bref, vous le voyez, les sujets ne manquent pas, avec des impacts variés. Alors, pour mieux s'y retrouver, parce que c'est objectivement pas toujours simple, et aussi pour pouvoir professionnaliser, standardiser et auditer ces différentes démarches, il y a un cadre général qui est mis en place en Europe, et c'est ce qu'on appelle avec cet acronyme, on aime bien les acronymes dans la RSE, la CSRD. Alors, si on est vraiment très rigoureux, ce cadre, il existe déjà un peu pour les entreprises de plus de 500 salariés, en tout cas pour une majorité d'entreprises de plus de 500 salariés, hein, parce que les SAS ne sont pas concernés. C'est ce qu'on appelle la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui est un document qui est audité et qui reprend un certain nombre de grandes thématiques. Le modèle d'affaires de l'entreprise, une analyse de matérialité, une analyse de risque extra-financier, les principales politiques ESG de l'entreprise. Mais au-delà, son plan et les indicateurs de suivi de performance présentés ne sont pas standardisés. Ce qui va changer avec la CSRD, et on va voir, ça va faire également que ce sujet ne va pas concerner uniquement que la DG ou les directions RSE, il va véritablement impacter l'ensemble des fonctions de l'organisation. La première chose, c'est ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui, en ce moment, c'est que le scope des entreprises qui sont soumises va varier, va évoluer de manière importante. Aujourd'hui, on le disait, uniquement les entreprises de plus de 500 salariés doivent fournir une DPEF. Elles seront les premières, dès 2025 sur 2024, à intégrer justement ce qu'on avait appelé désormais le rapport de durabilité et les ESRS, les différents standards et normes associés à ce rapport de durabilité. En 2026 et 2025, les niveaux changent et ce seront désormais les entreprises qui répondent à 2 critères sur les 3 suivants, soit plus de 250 salariés, soit 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un bilan supérieur à 20 millions d'euros. Ça étend de manière extrêmement forte le nombre d'entreprises concernées. On passe d'environ 10 000 à 55 000 en Europe. Et puis, en 2027 sur 2026, le rapport de durabilité va être étendu aux PME cotées de plus de 10 salariés, même s'il peut y avoir encore quelques petites exceptions. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que, bon, moi, je ne suis pas dans ces critères-là, est-ce que ça va m'impacter quand même? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que la plupart des organisations qui sont concernées par ces différentes réglementations, elles sont soit vos clients, soit vos fournisseurs. En tout cas, elles vont avoir besoin de vous. Elles vont avoir besoin de vos données, elles vont avoir besoin de vos bilans carbone, un certain nombre d'éléments de votre propre reporting pour pouvoir répondre à leurs propres obligations. Et donc, c'est là où on voit qu'à travers ces réglementations qui arrivent, en fait, c'est l'ensemble des chaînes de valeur qui vont être plus ou moins impactées, mais qui vont être dans tous les cas impactées. Alors, on ne connaît pas encore les détails des indicateurs, on va le connaître normalement d'ici fin juin 2023, mais on sait que ceux-ci couvriront environ, globalement, normalement, 12 normes de durabilité qui ont été publiées. Donc, ce sont les 12 normes de durabilité suivantes, avec un certain nombre de principes. Donc, il y a la double matérialité, il y a tous les principes de stratégie ESG et d'analyse de risque. On a le changement climatique, on a les pollutions, la gestion de l'eau, la biodiversité et les écosystèmes, tout ce qui va être économie circulaire.
le personnel de l'entreprise, les travailleurs dans la chaîne de valeur, là aussi, on y revient. La question, c'est quel va être l'impact de l'entreprise sur ses fournisseurs, notamment à travers ses relations commerciales, donc en amont et en aval. Donc, on va vraiment travailler sur cette chaîne de valeur, toutes les communautés qui vont être impactées, le consommateur final, et puis l'éthique, la bonne gouvernance et la bonne conduite des affaires. À ces 12 normes qui concerneront tout le monde, s'ajouteront également dans un deuxième temps des normes sectorielles. Alors, arrêtons-nous sur quelques points clés, parce que pour l'instant, c'est assez large. On sait un certain nombre de choses. Déjà, on sait que ces 12 normes, elles renvoient chacune à d'autres textes et d'autres directives. C'est ce qu'on voit ici, si on prend le changement climatique, c'est bien précisé, au regard des objectifs de l'accord de Paris et de la réglementation européenne. Et en fait, c'est valable pour l'ensemble des différents standards. C'est-à-dire que non seulement, c'est bien un cadre général déjà, qui vient englober les réglementations actuelles, donc en s'y référant, on va pouvoir englober un petit peu tout. Ça veut dire aussi qu'il va falloir aller creuser chacune de ces normes, chacune de ces références pour, non seulement pour structurer, mais pour aussi projeter son organisation, sa performance environnementale et construire ses plans d'action à court et moyen terme pour que tout ça soit pris en compte. Et donc, en fait, ce n'est pas une seule réglementation qu'on récupère, c'est effectivement toutes les plus ou moins petites réglementations qui sont également en référence dans ce modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, comme c'est un document qui sera public, il sera aussi plus facilement opposable demain. Voilà, donc attention au greenwashing, attention à des engagements qui ne seraient pas pris ou qui ne seraient pas tout à fait représentatifs de la réalité de ce qu'on va annoncer. Le deuxième élément, c'est ce premier ESRS, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. Alors, pour rappel, la matérialité, c'est comment j'identifie les thématiques ESG qui ont et vont avoir un impact dit matériel, c'est-à-dire significatif, sur l'entreprise. Donc, traditionnellement, jusqu'à présent, dans la matérialité simple, on croisait en gros ce qui était important pour l'évolution du business et pour l'évolution de l'entreprise avec ce qui était important pour ses différentes parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, le monde institutionnel, etc. En gros, on faisait une matrice et ce qui était à la fois important pour le développement de l'entreprise et pour ses parties prenantes, dans ces thématiques ESG, voilà, c'était les éléments les plus matériaux à prendre en compte. La double matérialité, elle vient ajouter deux autres dimensions. La première, c'est une analyse des externalités positives et négatives de l'entreprise sur son environnement. Très concrètement, quel est l'impact de mon entreprise sur l'environnement? Il va falloir l'identifier, il va falloir mettre en place des plans de réduction de cet impact. La deuxième dimension qui est ajoutée, c'est la fusion du monde financier et extra-financier dans l'analyse de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les risques ESG vont devoir être chiffrés, en tout cas leur impact potentiel doit être chiffré, et l'entreprise devra montrer comment elle met en place un certain nombre de choses pour limiter ces risques, mais aussi quelles sont les couvertures, y compris financières, en termes d'assurance, par exemple, qui ont été mis en place par l'entreprise pour y faire face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces sujets, là aussi, remontent dans les chaînes de priorité stratégique des organisations. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour les directeurs RSE qui parfois ont un peu de mal pour embarquer leur DG et la DAF. Voilà, ça devient des sujets qui vont être de plus en plus prégnants, de plus en plus importants et qui vont devoir être chiffrés très concrètement avec des indicateurs très précis. Ça devrait faciliter parfois un petit peu les discussions internes sur ces différents sujets. Enfin, dernier élément qui est nouveau pour les plus petites organisations qui aujourd'hui font déjà des rapports RSE. Il y a déjà des rapports RSE au-delà des DPEF. Ce rapport de durabilité, il devrait être audité par un organisme tiers indépendant selon le même calendrier que les comptes annuels, avec un process de collecte à expliquer, avec des méthodologies de calcul des indicateurs à apporter et des preuves également à apporter. Ce qui nécessitera là aussi un peu de préparation. Ça va être un assez gros morceau qu'il va falloir anticiper au niveau de l'entreprise, notamment en termes de structuration, de projection à moyen terme. On y reviendra. Et puis, donc, comme on l'a dit, vu le volume d'indicateurs et en gros
le champ de ce qu'on va demander aux organisations, même si vous n'êtes pas directement concerné, clairement, vos clients, un certain nombre de gens vont avoir besoin de ces réponses-là. Et donc, même si vous n'êtes pas dans ce champ, il va falloir quand même s'intéresser à l'ensemble de ces sujets. Au-delà, il faut avoir en tête également qu'il y a une autre directive qui s'appelle la SFDR, donc la Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui, elle, touche le monde financier, qui est en gros à peu près le même principe, avec un reporting très précis sur les entreprises dans lesquelles des fonds d'investissement ou des banques investissent. Donc là aussi, si ce n'est pas vos clients qui vous demandent des choses, il y a de fortes chances que ce soit vos investisseurs ou les banques qui vont vous demander de toute façon demain ces mêmes indicateurs. Et ce qui va être important pour l'ensemble de ces éléments et de ces acteurs, c'est bien la notion de performance. Là aussi, c'est ça qui change un peu. Ce n'est pas uniquement la question de la mesure et juste de je fais du reporting, c'est bien la notion de performance. Plus votre performance extra-financière sera bonne, au-delà de la performance financière, plus vous aurez accès demain à des taux d'intérêt plus intéressants sur les prêts bancaires, voire même à des outils financiers nouveaux et plus intéressants. À l'inverse, ces financements, mais aussi un certain nombre de marchés, pourraient à terme vous être refusés à cause d'une mauvaise performance ESG. Un exemple très concret, là aussi, ça va être un bon levier pour les responsables et directeurs RSE qui peuvent avoir des difficultés parfois à engager tout le monde. Un de nos clients, un acteur de la livraison du dernier kilomètre, qui travaille notamment pour le monde pharmaceutique, a eu la surprise en début d'année de recevoir un courriel informant d'un audit ESG complet sur l'un de ses sites français, avec un niveau minimum de performance à atteindre pour ne pas être déréférencé. Voilà. Il y avait 4 mois pour se préparer, pour que, à la fois sur les aspects environnementaux, sociaux, gouvernance, sécurité, etc., sur un site très particulier, il fallait être vraiment au niveau. Et le risque, il était majeur, c'est la perte d'un contrat à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, on le voit, l'impact, il peut être significatif, et le délai n'est pas si long que ça. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer. On y reviendra. Mais avant de voir justement comment se préparer à ce nouveau cadre, on souhaitait vous proposer 2 rapides focus sur des réglementations que vous connaissez déjà, qui sont un peu souvent des vieux sujets, en tout cas pour l'un, un peu un vieux sujet de l'entreprise, mais qui est important. Ça s'appelle la gestion des déchets. Et puis le décret tertiaire, je vais laisser la parole à Bastien pour vous présenter justement ces 2 sujets-là. Voilà. Merci Julien. Donc oui, on va commencer par 2 petits focus pour être très concret. Et on va commencer notamment par le décret 5 flux. Celui-ci est rentré en vigueur en juillet 2016 et il oblige les professionnels à trier 5 types de déchets: papier, carton, métal, plastique, verre et bois. Sont donc concernés tous les professionnels qui produisent plus de 1100 litres de déchets par semaine, ou alors, quelle que soit leur quantité de déchets, s'ils sont collectés par des prestataires privés. 1100 litres, ça va très vite. Il faut vous dire qu'un gros bac de 4 roues de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, ça va assez vite. Le prestataire fournira alors une attestation de collecte et de valorisation qui vous permettra, en cas de contrôle, d'être dans les corps. Dans la pratique, le plus simple, et ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'un prestataire privé vous permet d'ajuster les collectes à vos besoins, que ce soit logistique, de fréquence, de contenant, et vous fournit des attestations qui vont bien. Donc, ce décret, assez méconnu, a déjà commencé à évoluer et va continuer à évoluer. En effet, depuis 2021, 2 nouveaux déchets sont apparus, donc les déchets de plâtre et de fraction minérale. C'est principalement pour les entreprises du bâtiment. Et en 2025, il va continuer à évoluer avec le rajout des déchets textiles. Et on peut anticiper que d'autres déchets vont l'intégrer au fur et à mesure des années. Un déchet un petit peu à part, mais qui est souvent rattaché à ce décret, ce sont les biodéchets. Il y avait déjà une réglementation en place et la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, a renforcé cette réglementation qui était déjà en place en abaissant le seuil originel de 10 tonnes par an à 5 tonnes par an en 2023, donc depuis le 1er janvier. Et surtout, va l'abaisser à 0 tonnes par an dès 2024. Donc, ça veut dire que vous serez tous concernés, quelle que soit la quantité de biodéchets que vous produisez. Donc, en résumé,
Si vous produisez plus de 1100 litres par semaine, vous êtes soumis au flux et il faut trier ces 7 déchets. Dès 2024, quelle que soit votre production de biodéchets, vous allez devoir les trier. Et en 2025, les textiles seront également intégrés. Donc, voilà pour ce premier focus très concret. Passons maintenant au deuxième, le décret tertiaire. Donc, comme l'a dit Julien, le décret tertiaire il a pour objectif d'imposer une réduction de consommation énergétique sur tout le parc tertiaire français, avec des objectifs de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Sont concernés tous les usagers d'immeubles tertiaires de plus de 1000 m². Donc, que vous occupiez partiellement ou intégralement l'immeuble, ça c'est à noter, et que vous soyez locataire ou bailleur. En fait, c'est un peu comme les travaux dans nos appartements personnels. Le périmètre de responsabilité de cette réduction doit être spécifié dans le bail ou alors est à discuter avec le bailleur. Pour l'objectif de moins 40% ou moins 50%, il y a deux choix. Soit on parle de variation absolue. En fait, en fonction de la typologie de bâtiment, il y a des normes de l'ADEME qui va dire que vous devez atteindre telle ou telle performance énergétique. Soit, c'est le cas le plus courant, on prend une année de référence. Et donc, dans ce cas, il faut être capable de mesurer votre consommation énergétique passée sur des années entre 2010 et 2019. Et vous allez devoir réduire votre consommation par rapport à cette année-là. Idéalement, cette année de référence, elle va se baser sur les 12 mois consécutifs qui rendent l'atteinte de vos objectifs d'économie le plus facile, donc l'année la plus consommatrice, ou alors une année qui va précéder des travaux que vous auriez déjà mis en place, donc qui vous permettra d'atteindre les objectifs. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les amendes ne sont pas énormes, on parle de 7 500 €. Mais on s'appuie plutôt sur une politique de name and shame, c'est-à-dire qu'il y aura un site étatique où il y aura la liste de toutes les entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations, et ce site sera publié. Voilà. Et les premiers contrôles auront lieu à partir du 31 décembre 2030. Pour ce genre de sujet, on se dit 2030, c'est dans 8 ans, mais en fait, c'est des travaux qui sont assez conséquents. Parce qu'on peut parler soit de travaux d'isolation de LED, mais également de changement de consommation. Et donc, en fait, 2030, c'est demain. Et 2040, c'est après-demain. D'autant qu'en plus, il y a l'aspect réglementaire. Mais le décret tertiaire, il va très souvent vous permettre de faire des économies purement financières, notamment à la vue de l'augmentation du prix de l'électricité en ce moment et de l'énergie, mais également d'améliorer votre impact environnemental et très souvent la qualité de vie des occupants. Si vous mettez des pompes à chaleur réversibles, ça marchera mieux que les vieilles clim. Donc, voilà pour ces deux focus très concrets. Et je vais relaisser la main à Julien pour la suite. Merci Bastien. On déborde un peu, donc on va aller très vite. Juste 5 rapides conseils avant de passer au témoignage. Mais je synthétise un peu aussi ce qu'on a dit. Globalement, on l'a dit, on le répète, il est nécessaire et capital d'anticiper au maximum les réglementations. Surtout, il y a un certain nombre de vieux sujets qui traînent un peu. Hein. La question des déchets, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on en parle. Mais notre expérience quand on réalise des audits ESG, c'est que ce n'est pas toujours réglé, loin de là. Donc là aussi, essayer de régler au plus tôt les dettes réglementaires, en fait, tous ces sujets qui s'accumulent, qui aujourd'hui ne sont pas forcément toujours prioritaires, mais sur lesquels, de toute façon, on va venir vous chercher demain, que ce soit via des contrôles ou via, de toute façon, le reporting que vous aurez à faire. Donc, essayez de le régler au maximum et au plus vite avant que les nouveaux sujets arrivent. Rappelez-vous aussi que la RSE, ce n'est pas un sprint, un marathon, c'est un trail, voire même un Ironman. Il y a plein de montées, il y a une succession de sprints. Et si on gère mal les forces, c'est toute l'organisation qui peut franchement s'épuiser, notamment les managers qui vont avoir ce sujet supplémentaire à traiter au-delà de tous les autres aspects de transformation auxquels ils sont déjà soumis. Dites-vous aussi que vous ne partez pas de rien. Toutes les entreprises font de la RSE, font de l'environnement, même si elles n'ont pas de direction RSE structurée.
L'objectif, c'est aussi de partir de l'existant, de faire une photographie de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, de voir sur qui aussi on peut s'appuyer, des acteurs internes qui ont une appétence particulière ou des expertises particulières. Vous le voyez aussi, c'est complexe, ça va vite, donc c'est important de mettre en place une veille, soit avec ses équipes, soit via externaliser. En tout cas, il faut avoir effectivement cette idée pour anticiper et ne pas faire des choix aujourd'hui qu'on va regretter dans 2, 3, 4, 5 ans. Et puis, documenter au maximum ce que vous faites, documenter les process de collecte, identifier quelles sont les personnes, aller voir pour récupérer les données de consommation électrique, etc. Là aussi, les calendriers vont s'accélérer. Un exemple, pour faire un bilan carbone aujourd'hui, Scope 3, la plupart du temps, le premier, il faut 3-4 mois. Il va falloir réussir à faire ce genre d'exercice en 6 semaines d'ici 1 ou 2 ans. Donc, il va falloir également roder les process, y compris de collecte. Et puis, n'oubliez pas que ces chantiers, plus largement la thématique Sustainability RSE, c'est du stratégique, ça doit être porté par les dirigeants, ça doit être intégré, aligné avec la stratégie générale de l'entreprise et le business. Et on reviendra sur ce point plus particulièrement dans le deuxième webinaire. Et puis, c'est aussi un formidable levier d'engagement interne pour donner du sens. Et on va avoir besoin de ces engagements pour mener à bien ces chantiers parce que derrière ces éléments-là, il y a du comportemental également. Et ce sera le thème de notre troisième webinaire. Mais il est temps maintenant de donner la parole justement à nos témoins et on va commencer par accueillir Pauline Sauvage-Sauvant et Carole Dalmas, toutes les deux responsables RSE chez UPSA. Bonjour à toutes les deux et merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et bonjour Carole. Alors Pauline, pour commencer, UPSA, c'est un nom bien connu dans l'industrie, mais peut-être pouvez-vous nous rappeler les principales activités du laboratoire ? Alors effectivement, UPSA est un nom bien connu. Donc UPSA est une entreprise familiale à la base qui a été fondée en 1935 et qui appartient aujourd'hui à un groupe japonais, Taisho. Donc on possède l'un des plus grands sites industriels pharmaceutiques d'Europe et nous sommes le premier employeur privé du Lot-et-Garonne, avec 1600 collaborateurs et principalement sur la France et notamment à Agen. Donc, notre domaine d'expertise, c'est 5 aires thérapeutiques, la douleur et la fièvre, l'ORL, la digestion, les troubles du sommeil et la vitalité. Et puis, on incarne effectivement depuis toujours l'ancrage territorial avec la production française et la défense du savoir-faire made in France qui rayonne aussi à l'international puisqu'on exporte nos produits vers 60 pays avec un volume de plus de 50% vers l'international. Alors, je crois que vous avez initié votre stratégie RSE depuis déjà un peu plus de 4 ans. Comment ça a démarré justement ? Oui, alors depuis toujours, UPSA porte dans son ADN vraiment une culture engagée. Et en 2019, lors du rachat d'UPSA par le laboratoire japonais Taisho, en fait, il a été décidé de créer une nouvelle fonction avec un double rôle RSE et accès au marché. Il faut savoir qu'en 2019, la RSE prenait aussi un nouveau virage en France avec la loi Pacte, en changeant la définition même de l'entreprise dans le cadre de la loi et en ouvrant la possibilité de devenir une entreprise à mission de façon volontaire. Chez UPSA, en fait, la décision de créer cette fonction RSE, elle a été surtout motivée par une forte motivation et conviction de quelques collaborateurs pour porter et développer le sujet de la RSE et bien sûr celle de la direction sur le sujet et dans une démarche purement volontaire à l'époque. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir m'engager sur cette nouvelle mission et de commencer à construire la stratégie RSE chez UPSA. Alors concrètement, le premier projet qu'on a lancé, c'était de faire, vous l'avez mentionné tout à l'heure, une analyse de matérialité qui est un peu la lettre A en fait de toute démarche RSE formalisée. On a interrogé 25 collaborateurs et une dizaine de parties prenantes externes pour bien cerner tous nos enjeux et s'appuyer sur ces bases déjà solides et ancrées afin de développer et de nourrir cette stratégie. Donc depuis 2019, on a déjà bien avancé et depuis 2021, on a franchi une nouvelle étape aussi puisque nous avons une présidente chez UPSA qui a mis vraiment la RSE au cœur de la stratégie de développement d'UPSA et on est rentré également dans une démarche Bicorp qui est une certification très exigeante et qui nous pousse à développer et à progresser nos engagements. Et aujourd'hui, on est 3
personnes responsables de la RSE à temps plein. Alors, comme toute entreprise, on le disait, vous faisiez déjà de la RSE presque sans le savoir, vous le disiez, c'était dans votre ADN. Entre ce qui était déjà en place, que vous faisiez de manière un peu non structurée, et puis justement cette matérialité et la stratégie, c'était sur quel sujet que vous avez pu identifier les gaps les plus importants? Alors oui, on faisait de la RSE depuis longtemps, sans la nommer ainsi RSE. Et en fait, la création de la fonction a permis de structurer nos engagements, à avoir cette stratégie plus claire, lisible, singulière à UPSA, et qui permet de libérer les énergies en interne et en externe sur le sujet. Donc, on a d'ailleurs créé une communauté d'ambassadeurs RSE pluridisciplinaire, dont le rôle a été de contribuer à la définition de cette stratégie et de faire plusieurs itérations pour s'assurer de la bonne place de chacun des enjeux dans la stratégie, et pour prendre en compte aussi les nouvelles contraintes extérieures. Et par rapport à votre question sur les gaps les plus importants, donc on avait déjà des fondamentaux en place, comme par exemple la certification ISO 14001. Mais en 2019, donc les questions relatives à l'environnement étaient importantes, mais pas autant qu'après la crise du Covid et les nouvelles réglementations, par exemple comme la loi AGEC, puis la loi Climat et Résilience. Donc à partir de 2020, en fait, l'environnement a pris vraiment une place prépondérante dans notre stratégie RSE. Et par exemple, nous avons pris conscience de la nécessité d'entamer un travail sur le bilan carbone et sur l'éco-conception afin d'élaborer une stratégie climat et une démarche d'éco-conception. Et Carole, je me tourne vers vous. Si je comprends bien, votre politique RSE, donc, elle s'est appuyée sur ce que vous faisiez déjà avant. Vous avez effectivement, comme l'expliquait Pauline, réalisé cette matérialité, intégré ces contraintes extérieures. Comment ça s'est construit, notamment avec aussi les apports de l'interne? Alors, effectivement, oui, donc, comme l'a expliqué Pauline, donc, on a défini nos chantiers prioritaires en nous appuyant sur les éclairages externes donc, présents dans notre écosystème, par exemple avec le syndicat de notre filière professionnelle ou via notre éco-organisme partenaire Adelph, mais effectivement en nous appuyant aussi fortement sur les sensibilités, les expertises présentes dans l'entreprise en interne. Pour exemple, donc, on a notre référent énergie sur les sites industriels qui était particulièrement convaincu et imprégné de ces thématiques autour du climat, qui a été un acteur clé pour proposer, élaborer, implémenter le plan de décarbonation sur le scope 1 et 2. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple que j'ai en tête, donc, c'est au travers donc, d'une personne qui occupe le rôle de responsable innovation packaging, qui est particulièrement sensible à la thématique de l'éco-conception, qui est aussi un enjeu fort pour nous, qui a encouragé des initiatives donc, en interne, à participer à des groupes de travail, par exemple sur la forme blister qui fait partie de nos formes galéniques, travailler sur les alternatives à l'usage du PVC qui compose ces blisters. Également, promouvoir une formation à la thématique de l'éco-conception avec une équipe élargie des collaborateurs en interne. Donc, voilà, donc on travaille beaucoup effectivement en nous appuyant sur ces collaborateurs engagés qui apportent du sens à notre stratégie et qui nous donnent une capacité aussi d'exécution, d'accélération importante. Donc voilà, donc on combine le fait de rester connecté aux enjeux réglementaires et ça fait partie de notre mission au niveau de la fonction RSE, que d'avoir ce rôle-là et de pouvoir être toujours en anticipation, mais en restant connecté à la culture d'entreprise, aux sensibilités internes et pouvoir libérer justement ces énergies et avoir un effet accélérateur. Parce que derrière tous ces sujets, ce sont des hommes et des femmes dans les organisations qui les portent et qui ont envie justement souvent de bouger, d'avoir la possibilité aussi de les porter de manière plus forte. Justement, vu le flux de réglementation actuel, comment ça serait passé si vous n'aviez pas déjà anticipé et que vous n'aviez pas déjà avancé de votre côté sur un certain nombre de sujets?
Alors, ce serait effectivement plus compliqué aujourd'hui, vu l'accélération que vous avez effectivement mis en avant. Donc, on a pu approcher donc, de façon volontaire ces sujets, de façon majoritaire, donc d'embarquer les collaborateurs moteurs et créer cette dynamique positive. Ce qui a permis du coup un passage à l'action plus aisé, d'avancer efficacement, durablement, sans avoir recours à la contrainte réglementaire, et on va la chercher quelquefois pour avoir un argument accélérateur. Mais du coup, aujourd'hui, effectivement, on a pu du coup avoir ce temps de monter en compétences, d'avoir des équipes aujourd'hui qui sont en place sur certains sujets. Et en parallèle, au vu de l'accélération, de pouvoir être en capacité d'appréhender ces nouveaux sujets spécifiques pour lesquels on a besoin de gagner en expertise. Et ils sont nombreux, vous les avez listés. Et des certains sujets qu'il faut aussi que l'on priorise plus vite finalement que prévu. Donc, c'est le bénéfice de l'approche qu'on a pu avoir. Alors, peut-être pour finir, si vous deviez donner un conseil pour les adhérents de Pôle Pharma, justement, qui souhaitent aujourd'hui un peu plus structurer leur démarche RSE, ce serait lequel? Alors, il y a deux points qui me viennent rapidement. Voilà, donc le premier, vous en avez parlé, Pauline, et vous en avez parlé également, c'est l'exercice de cartographie des enjeux de son entreprise. Passer par une étape effectivement qui est incontournable, qui est fondatrice, c'est l'analyse de matérialité qui permet de poser les enjeux au travers d'entretiens avec ses parties prenantes internes et externes, donc de façon à pouvoir structurer une démarche RSE spécifique à son entreprise. C'est propre à chaque entreprise, en cohérence avec sa culture, avec sa raison d'être et son écosystème, et dans lequel l'ensemble des parties prenantes pourra plus facilement aussi s'y engager. Voilà. Et l'autre recommandation, c'est vraiment considérer l'aspect acculturation comme dans tout projet de transformation. C'est clé. On a besoin effectivement des hommes et des femmes de l'entreprise. Donc, il faut que on explique la stratégie, qu'on la rende opérationnelle, concrète, pour arriver à embarquer le plus grand nombre d'acteurs. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous restez avec nous et puis on vous retrouve pour la session de questions-réponses. Je le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions via la fonction de chat et on y répondra dans quelques minutes. On va partir du côté de Récipharm maintenant avec Pierre-Denis Roule. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous et à tous. Alors Pierre, vous êtes responsable santé, sécurité, environnement sur le site Récipharm de Pessac. Peut-être là aussi, pour commencer en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Récipharm et puis les activités du site de Pessac? Alors Récipharm, le groupe Récipharm est un acteur mondial de l'industrie pharmaceutique, parmi les top 5 des laboratoires. Le groupe possède un peu plus de 30 sites à travers le monde, des sites de production, des sites de développement, et innove dans tous les domaines thérapeutiques. Et ça lui permet en fait de contribuer à la santé de plus de 1000 patients par jour. Et le groupe est très engagé sur les aspects RSE ou sustainability. Tous les sites du groupe ont des objectifs en termes de décarbonation, puisque à horizon 2030, on doit atteindre un objectif de moins 46% de décarbonation, à minima, sur les scopes 1 et 2. Donc, c'est dire que ce groupe est très engagé sur ces aspects-là. Et donc, on le décline forcément, nous, sur notre site. Donc, le site de Pessac, c'est un site de 130 personnes environ. Nous sommes ISO 14001 depuis 2015 et nous fabriquons des médicaments. Nous avons comme spécialité, entre autres, le pelliculage en multicouches sur des microgranules ou des mini-comprimés. Et aussi, nous sommes en capacité de faire de la mise en stick. Alors, votre métier, il a pas mal évolué au cours des dernières années, justement, avec l'ajout de cette dimension sustainability à ce qui était souvent le volet initial, santé, sécurité, avec un petit peu d'environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette évolution et ses impacts? En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, le poste de HSE en fait, a beaucoup évolué et a évolué
au fil des réglementations déjà, d'une part, et d'autre part, à évoluer en fonction des orientations stratégiques que prennent les sociétés aujourd'hui. On n'a jamais autant été impliqué, je trouve, ces dernières années sur des sujets tels que l'aspect décarbonation, l'aspect maîtrise des consommations énergétiques et des dépenses énergétiques en général, en fait. Donc, pour moi, cette évolution suppose des nouvelles formations qui sont proposées, donc des nouveaux profils sur le marché de personnes. Et enfin, et ça, je trouve ça génial, en fait, une ouverture de notre champ de compétences, de notre champ d'intervention, qui nous donne des formidables opportunités de développer tout le caractère RSE des objectifs et de développer de la collaboration avec tous les personnes dans l'entreprise, en fait. Carole Dalmas en a parlé. Maintenant, les services HSE s'entourent aussi de référents énergie. Et si je parle pour Recipharm, on ne parle plus maintenant, notre titre en fait a changé. Avant, on parlait de manager, IHS manager, et maintenant c'est IHSNS. Donc le dernier S, c'est Sustainability en fait. Alors, si on passe sur un volet très concret, pour répondre justement à certains enjeux environnementaux de votre stratégie RSE, notamment sur la partie carbone, vous avez innové sur la partie froide, sur le groupe froid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, effectivement, je vais juste rappeler le contexte de notre process de fabrication très, très simplement. Donc, nous fabriquons des médicaments et en fait, pour ça, on utilise entre autres un équipement qu'on appelle un leader fluidisé, donc autrement dit un LAF. Et en fait, dans cet équipement, en fait, on va venir pulvériser sur des sphères de neutre en fait, une solution de base solvant ou de base aqueuse qui va contenir le principe actif et ou des excipients en fait. Et en fait, lorsqu'on travaille en phase solvant, on utilise donc de l'alcool. Et donc, dans ce process, on va venir chauffer le process. Et donc, l'alcool, en fait, va s'évaporer. En s'évaporant, nous, en fait, on va chercher à le condenser pour récupérer ce déchet d'alcool qu'après, on va valoriser, on va recycler. Et donc, vous comprendrez bien que pour condenser de l'alcool, il nous faut du froid. Et pour cela, on utilise un échangeur qui descend la température jusqu'à environ moins 28 degrés. Donc, il nous faut du froid. Nos anciens groupes froids que nous avions avant, en fait, fonctionnaient bien. Et à partir de 2017, on a constaté des fuites, certaines fuites de fluides frigorigènes. On a constaté une baisse de la fiabilité et aussi une élévation du coût de maintenance. En fait. Donc, à partir de 2020-2021, on a eu l'opportunité de se tourner vers une nouvelle technologie, en tout cas pour nous, pour le site, à savoir installer un groupe froid qui fonctionne à la fois à l'ammoniac et au CO2. Donc, les objectifs étaient clairs, hein, c'est déjà supprimer les fluides frigorigènes de type CFC qui impactent la couche d'ozone, maîtriser nos consommations énergétiques, puisque nous avons, dans le cadre de cette installation, nous avons signé en fait un contrat de performance énergétique sur 5 ans, gagner en fiabilité, donc mieux maîtriser nos coûts de maintenance, et aussi en flexibilité, puisqu'en fait, cette installation nous permet de nous raccorder à une pompe à chaleur qui nous permet d'alimenter en eau chaude nos bâtiments pour le chauffage. Et alors, est-ce que vous avez pu mesurer justement les impacts de ce projet, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple? Alors, très clairement, on a supprimé les fluides frigorigènes de type CFC. Donc, ça, c'est un gain énorme, en fait, sur le plan environnemental. Et ensuite, si on compare notre état à ce jour comparé à 2017, où nous avions des fuites de fluides frigorigènes, on estime qu'on a diminué nos gaz à effet de serre de moins de 60%. Alors, ce n'est pas non plus miraculeux, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels il faut faire attention. C'est quoi votre retour d'expérience un peu? Oui, effectivement, en fait, alors ce type d'installation, vous l'aurez compris, utilise de l'ammoniac et du CO2, donc ça suppose des risques supplémentaires, donc en termes de toxicité pour l'ammoniac et en termes d'explosion ou d'incendie, et pour le CO2 en termes d'asphyxie. Donc, sur ce plan-là, effectivement, il faut prévoir la détection gaz, la détection incendie, une formation des équipes de maintenance qui sont amenées à intervenir régulièrement dans les installations, mais aussi et surtout une formation des équipes de seconde intervention pour secourir les personnes aussi, dans ce contexte, dans le contexte que présente cette installation. Donc ça, c'est le premier point que je retiens. Et le deuxième qui est tout aussi important et
c'est surtout concernant l'élévation de température. Vous nous en avez parlé lors de Julien tout à l'heure en début de présentation. On voit déjà une canicule précoce en Espagne et on peut penser que la canicule de cet été sera à minima égale à celle de l'an dernier, voire un peu plus aiguë, on va dire. Pour rappel, l'an dernier, sur le site, nous, on a dépassé les 40 degrés sur le site. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous souhaitez installer ce type d'équipement d'installation, prenez en compte le risque de canicule dû au réchauffement climatique pour que cette installation soit suffisamment dimensionnée pour, on va dire, tenir des épisodes de canicule. Et au-delà, vous avez d'autres projets un peu en cours sur lesquels vous travaillez? Bien sûr. Je l'ai expliqué en introduction, notre groupe est très engagé sur ces aspects environnementaux. Et donc, on garde notre cap de décarbonation de notre site. Donc, pour ça, en fait, on travaille actuellement à l'installation, on a un projet d'installation en fait, d'une chaudière biomasse sur le site qui nous permettrait de remplacer tout ou en partie nos chaudières eau chaude qui alimentent en chauffage des bâtiments. Et ça nous permet en fait de n'utiliser plus que 10% de notre consommation habituelle de gaz sur le site. Donc ça, c'est en cours, c'est un projet qui est en cours cette année. Et nous commençons à mener une réflexion sur le remplacement de notre chaudière vapeur aujourd'hui qui fonctionne au gaz par une chaudière vapeur électrique. Et à terme, en fait, nous pourrions être amenés à supprimer le gaz et donc à impacter directement en fait, et clairement le scope 1 en fait, et à diminuer drastiquement notre empreinte carbone sur le site. Merci beaucoup pour ces éléments, c'est très clair là aussi. Et merci à vous trois pour ces témoignages. Alors, il est temps d'ouvrir la session de questions-réponses. Il n'y a pas eu de questions pendant ce webinaire. Est-ce que nos spectateurs ont des questions? C'est maintenant, si vous souhaitez les poser. On attend toutes vos questions. Il suffit de les faire passer dans le chat. Alors, est-ce qu'on va avoir des questions? La première question est toujours la plus dure. En attendant la première question, moi j'en ai une à adresser peut-être à Pauline ou Carole. Comment vous avez justement sensibilisé en interne? Parce que non seulement effectivement il faut identifier, projeter, mais comment on sensibilise aussi les collaborateurs et les dirigeants à ces thématiques. C'est parfois un peu compliqué, et notamment les dirigeants. Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est même une question très critique. Donc la question des collaborateurs, nous, la façon dont on l'a abordée, c'était de créer cette communauté d'ambassadeurs RSE et d'identifier les hommes et les femmes sensibles au sujet dans l'organisation et de dire, voilà, on va se réunir régulièrement pour partager des informations, échanger des idées, que vous puissiez aussi itérer et donner vos avis sur la stratégie RSE, et puis essaimer comme ça aussi la RSE au sein de l'organisation. Et après, une fois que ça a été quand même structuré, les dirigeants, on a des réunions régulières où on peut effectivement amener les sujets et les sensibiliser sur les différentes thématiques pour avancer. Donc, je dirais que c'est au fur et à mesure qu'on devient plus mature et que les gens s'emparent du sujet et en parlent de plus en plus, je dirais que il y a un effet levier en fait dans l'organisation. Et peut-être que Carole, tu peux parler de l'éco-challenge qu'on va lancer là. Oui, tout à fait. On a effectivement décidé de lancer là un temps fort RSE sur les aspects environnementaux, donc de façon ludique et collaborative. Donc c'est en fait une application qui contient même beaucoup de contenu propre à UPSA, mais pas que, avec des informations aussi très génériques pour donner du sens à nos enjeux environnementaux. Et donc, on va solliciter la participation volontaire, donc constituer des équipes pour que chacun puisse s'imprégner de nos enjeux, les comprendre, exposer aussi, proposer des idées.
Et tout ça sous une forme donc, de gamification pour que ce soit le plus fun possible et que ça ait le plus d'attrait aussi possible. Merci beaucoup. Première question alors de Franck Bruno. Quel est l'impact sur le choix des fournisseurs et comment les challengez-vous? Alors, est-ce que chez UPSA ou chez Récifarm, il y a des chartes d'achat responsables? Comment vous engagez les fournisseurs? Quel est l'impact sur le choix des fournisseurs? Oui, alors en 2022, effectivement, on a lancé vraiment une démarche d'achat responsable, on va dire beaucoup plus structurée, parce que de façon informelle, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà menées par le département achat avec, comme je vous l'ai dit, un ADN très fort et une forte sensibilité sur le sujet. Et on a formalisé au travers d'une politique achat responsable déjà pour nous en interne, pour qu'on puisse la partager et guider aussi les orientations d'UPSA en la matière. Et on a monté aussi un code de conduite fournisseur avec un certain nombre de principes que l'on a partagés avec plus de 80% de nos fournisseurs de façon à ce qu'ils aient connaissance en fait de notre démarche et de ce qu'on attendait d'eux aussi et d'ouvrir la discussion sur cette thématique. Aujourd'hui, on doit encore formaliser tous nos documents pour faire en sorte de donner une réalité à la sélection et à des critères RSE. Donc, on est en train de faire ce travail-là et de former aussi les acheteurs, parce que c'est aussi un accompagnement pour monter en compétence sur le sujet et de travailler vraiment de concert achat, RSE et fournisseurs, voir comment aussi eux s'emparent du sujet, parce qu'on n'adressera pas les mêmes questions en fonction des fournisseurs aussi. Oui, et pour compléter, on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus d'organisations vont jusqu'à soit des audits sur certains fournisseurs clés, soit intègrent des référentiels ou des benchmarks, par exemple EcoVadis, qui intègrent notamment une part importante d'analyse des fournisseurs. Effectivement, ce sujet-là, il est poussé et qu'on les challenge de plus en plus. Est-ce que Pierre, vous voulez ajouter quelque chose éventuellement? Non, comme Pauline l'a précisé, nous aussi, on diffuse en fait un code of conduct auprès de tous nos prestataires et nos fournisseurs. Et effectivement, nous avons encore du travail à faire pour les sensibiliser, pour leur démontrer tout l'intérêt de la démarche. Donc ça, c'est un travail sur lequel nous sommes focus. Et aussi, nous travaillons aussi avec les prestataires qui viennent réaliser des travaux sur le site pour les sensibiliser sur toute cette démarche, en fait. Je prends par exemple un prestataire qui vient récupérer des déchets que l'on valorise ou qu'on réutilise. Ben aujourd'hui, on privilégie des personnes qui travaillent autour de Bordeaux, en fait. Ils vont recycler nos déchets autour de Bordeaux, au lieu de faire appel à des personnes qui font des tournées et qui viennent de Marseille ou de Lille, ou de même voir plus loin, en fait. Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on est très attentif, cette valorisation du déchet, améliorer le cycle du déchet, le cycle de vie du déchet, en prenant en compte des partenaires locaux pour justement réduire l'empreinte carbone concrètement. Merci beaucoup. Dernière question avant de rendre l'antenne. Comment gérez-vous les climato-sceptiques ou les récalcitrants à ces démarches? Comment on fait face aux climato-sceptiques? Qui veut répondre? Alors, un des leviers, c'est, à mon sens, de donner du contenu, de la connaissance, de la data. Et je reviens du coup sur l'éco-challenge qu'on organise. On exploite des données scientifiques qui sont à disposition. Par la preuve, on essaie de convaincre qu'on n'a plus le choix. Donc voilà, c'est une facette de notre approche. Je ne sais pas, Pauline, si tu veux compléter, si tu as d'autres. Oui, et puis alors oui, ça c'est super important. Et aussi, on s'appuie surtout sur les gens en fait qui ont envie. C'est-à-dire que on s'appuie aussi sur les gens qui seront moteurs dans l'organisation et qui vont prendre le sujet aussi au-delà de leur mission, au-delà de leur métier, parce qu'ils ont envie, ils y voient un intérêt, ils voient le sens. Et du coup, on essaie vraiment de s'appuyer sur ces gens-là, parce que ces gens-là, ils montrent aussi, ils mettent en marche aussi une dynamique et ils aident à faire avancer les choses. Après, voilà, c'est eux qui font avancer surtout la machine.
Et on reviendra justement sur ce thème de l'engagement des collaborateurs dans le troisième webinaire, parce qu'effectivement, c'est un des sujets clés pour déployer des politiques RSE, des stratégies RSE de plus en plus complexes. Merci à tous les trois pour vos réponses et merci pour vos témoignages. Clémence, le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien, et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Carole, Pauline et Pierre, d'avoir apporté votre témoignage. Donc, ce premier épisode de notre web-série se termine. Et nous vous donnons rendez-vous du coup le 13 juin, le mardi 13 juin, pour le deuxième épisode dans lequel nous allons explorer ensemble en fait comment utiliser la RSE pour créer de la valeur et améliorer les performances de votre entreprise. Bon appétit à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.